Donc, dans le fond, je vais venir un petit peu avec la même trame que les autres présentations. Diapo suivant, s'il vous plaît. Je vous rappelle juste en quelques chiffres que l'exploration pétrolière en Gaspésie, et je parle bien d'exploration puisqu'il n'y a pas d'exploitation encore actuellement, c'est pas d'hier que ça date depuis la fin du 19e siècle. Il y a plus de 50 puits qui ont été forés en Gaspésie, uniquement des puits exploratoires et qui, pour différentes raisons, n'ont jamais abouti à l'exploitation. Soit parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui, soit parce que les compagnies ont fait faillite, soit pour des questions humaines, ou soit parce que commercialement, ça n'était pas évident de forer en Gaspésie. Vous savez aussi que dans les années 70-80, le Québec a fait une tentative de nationalisation aussi sur le pétrole et le gaz. Il y a eu Hydro-Québec Gaz et Pétrole, il y a eu la SOQUIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière. Et pendant cette période-là, il y a eu des forages en Gaspésie qui ont été faits par la SOQUIP. Un exemple, Galt numéro 1, je vais vous le situer tantôt. Galt, numéro 1, c'est un travail de la SOQUIP. Donc, à cette époque-là, le Québec vraiment travaillait à une expertise nationale. Si on regarde depuis, la SOQUIP, vous le savez, a été dissolue. Hydro-Québec, Gaz et Pétrole également. C'est le cas, on parle beaucoup d'Anticosti, mais c'est le cas aussi en Gaspésie, en fait. À Anticosti, vous le savez, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans l'entente, mais vous savez que tous les permis d'exploration ont été rachetés par des compagnies privées à Hydro-Québec. La SOQUIP, c'est la même chose. Elle s'est départie non seulement de ses permis, mais aussi de son expertise. Et aujourd'hui, le gouvernement donc, laisse la place aux compagnies industrielles. Il y a eu comme un croisement, c'est-à-dire que maintenant, depuis 1999 jusqu'à maintenant, il y a eu une vraie reprise des activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 17 puits qui ont été forés en 14 ans d'exploration, encore une fois, en Gaspésie sur diverses parties du territoire. Il y a eu un contexte économique qui est devenu plus favorable aux énergies non renouvelables, au gaz et au pétrole. Et on voit émerger donc en 2006 la stratégie énergétique du Québec qui veut tendre vers une mise en valeur de l'énergie québécoise pour la sécurité énergétique et pour régler des approvisionnements en énergie. Diapo suivante. 2 chiffres importants pour bien cerner la situation. Ça parle de la Gaspésie, mais ça parle du Québec en général. 13 milliards de dollars, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça coûte d'importer du pétrole et du gaz au Québec. On le sait, les Québécois, la société québécoise est une des sociétés les plus consommatrices de pétrole et de gaz, et surtout de pétrole au monde. L'automobile les transports en sont la raison, on va dire, une des raisons majeures. C'est plus de 142 millions de barils qui sont consommés chaque année. Ça veut dire que quand on vous parle de 7,7 millions de barils, c'est environ 22 jours de consommation moyenne au Québec. Cette carte, on vous la donne aussi dans une bannière qui est derrière notre comité de pilotage, c'est les permis de recherche. Ce que vous voyez en violet, ce sont les permis de recherche détenus par Petrolia. Ce que vous voyez en gris dans la baie des Chaleurs, ce sont les permis de recherche détenus par Gastem, donc qui est présent aussi aux îles de la Madeleine, Marc-Olivier vous l'a expliqué tantôt. Ce qui est en beige, qu'on voit peut-être moins bien, au nord, en Haute-Gaspésie et dans le coin plus de Bonaventure et du Rocher-Percé, c'est la compagnie Junex. Il y a un petit carré au milieu du violet des permis de Petrolia, des permis de recherche. Ce petit carré-là, beige, à l'ouest de Gaspé, c'est Galt, le projet Galt, qui est donc détenu par Junex. Et les carrés jaunes que vous voyez au nord de Bonaventure, à côté de la réserve écologique de Grande-Rivière, c'est la compagnie ontarienne Mondi Regina Aba Québec Resources, qui est une compagnie qu'on connaît moins, mais qui a des permis dans cette zone-là et qui fait de l'activité d'exploration depuis 2009. Si on vous l'a dit déjà, un permis de recherche, donc ça permet de mieux connaître le territoire. C'est un permis qui est accordé au Québec, donc par le gouvernement, à une compagnie industrielle ou à une personne morale XY. Superficie maximale, exception faite aux îles, de 25 000 hectares, avec une somme à payer à l'hectare aux 5 ans, à chaque année, renouvelable, et ça permet donc à la compagnie d'aller jusqu'à l'exploration, si jamais les études qu'elle réalise sur ce territoire, qu'elle donc peut réaliser elle exclusivement, sont, on va dire, intéressantes ou non. Vous avez vu la carte, c'est à peu près 80% du territoire, selon la juridiction actuelle, qui est recouvert par des permis de recherche. C'est-à-dire que
qu'est-ce qui est épargné d'un permis de recherche actuellement? C'est pas parce que on a oublié de faire le découpage ou parce qu'il y a une zone habitée. C'est parce que n'importe quelle zone territoriale peut être sous un permis de recherche. Les seules exceptions, c'est les réserves écologiques, c'est les parcs nationaux. Le parc de la Gaspésie, par exemple, est en dehors, le parc Forillon, la réserve écologique de Grande-Rivière et les réserves autochtones. Donc, c'est les seules exceptions territoriales. Vous le savez, là, il y a une préséance sur les schémas d'aménagement municipaux de la loi sur les mines actuellement. Les cercles rouges, donc je reviens à cette carte des permis de recherche, les cercles rouges que vous voyez, c'est pour vous cibler un petit peu plus les projets. Si on parle de la diapo suivante, vous voyez que le premier cercle, c'est Haldimand. Le second, c'est Galt. Donc, vous voyez le petit carré beige au milieu. Le troisième, c'est Bourque, qui a commencé l'été passé avec 2 forages, Bourque 1 et Bourque 2, donc de la compagnie Petrolia. Le quatrième, c'est Mont-Alexandre, dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, la MRC de Bonaventure, la compagnie Monterey-Regina Aba Québec Resources, qui, d'après ses derniers travaux d'exploration, aurait des résultats concluants. On ne parle pas encore de gisement, mais il y a des activités qui ont lieu actuellement et la compagnie parlait de refaire de l'exploration d'ici l'été prochain. Et puis, dans la baie des Chaleurs, eh bien, c'est la compagnie Gastem, Restigouche Sud-Est et même Miguacha il y a quelques années. Ben, Gastem a arrêté ses activités dernièrement, mais devait forer dans les prochains temps un nouveau forage exploratoire à Restigouche pour prouver certaines réserves. Je vous l'ai dit, et Sylvain Archambault l'a expliqué aussi pour Old Harry, il y a une différence entre gisement et bassin. Ça veut dire que quand on vous parle de ce qui se passe, par exemple, à Bourque ou de ce qui se passe à Galt, c'est différent. Un gisement, c'est une réserve, un champ pétrolifère de grande importance avec une certaine réserve prouvée. Et les 2 seuls gisements qu'on a actuellement selon le MRN en Gaspésie, ben, c'est Galt et Haldimand. Les autres, ce sont des bassins pétroliers et gaziers, c'est-à-dire qu'on suppose un potentiel. Il y a certaines réserves qui sont avancées, puisqu'il y a de l'exploration qui avance, donc les technologies permettent mais c'est encore des bassins. Ce qui veut dire que la majorité des projets actuellement sont plutôt de l'ordre de l'hypothétique. En termes de gisement, donc, Haldimand, c'est entre 22 et 200 millions de barils. Ça ne veut pas dire que c'est 200 millions de barils récupérables. Même si les technologies évoluent avec le temps, ce qui se passe à Haldimand, c'est que l'industrie nous parle de 7,7 millions de barils récupérables, seulement, sur le 22 et 200 millions de barils existants. C'est environ 700 millions de dollars, oui, de retombées économiques. Évidemment, on ne calcule pas ici le pourcentage de redevance, c'est le retombée économique, donc l'enveloppe globale de retombées. Galt, c'est environ, selon l'industrie, 20 millions de barils récupérables, selon Junex. Galt, on en est à 4 forages exploratoires. Il y a eu Galt numéro 4 qui s'est fait l'été passé. C'est 1,8 milliard de dollars de retombées. Et c'est aussi plusieurs millions de pieds cubes de gaz naturel. On vous en a parlé tout à l'heure et je vais rejoindre une des interventions qui avait été faite pour mieux comprendre c'est quoi la différence, le gaz de schiste, etc. Le forage conventionnel, c'est un forage vertical dans un bassin, dans une poche d'hydrocarbures. Donc, le sédiment s'est formé, remonté à la surface, mais il s'est formé dans une certaine poche. On tire un forage vertical à plusieurs centaines de mètres sous terre et on va chercher donc ce gisement. C'est schématique, mais c'est comme ça que ça se passe dans un gisement vertical. Quand on regarde aujourd'hui, on parle de forage horizontal. Forage horizontal, ça ne veut pas forcément dire non conventionnel. Marc Durand me l'a expliqué dernièrement, c'est que le géologue Marc Durand, qui parle beaucoup de la question de la fracturation et du gaz de schiste actuellement au Québec, c'est qu'un forage horizontal devient non conventionnel à partir du moment où il y a une technologie de fracturation, par exemple, qui va être utilisée pour améliorer les capacités de récupération de la ressource. Un forage horizontal est conventionnel quand c'est juste une tête de puits qui part à la verticale sur plusieurs centaines de mètres, qui au bout d'1,2, 1,4 km va dévier vers une certaine direction. Donc il va s'en aller droit, puis ensuite de ça, progressivement, il va suivre, comme le schéma vous le montre bien, une certaine couche géologique sur plusieurs centaines de mètres à l'horizontale. Ce n'est pas un angle droit, mais ça part quand même à l'horizontale sur plusieurs centaines de mètres. C'est le projet
qui est sur la glace actuellement, mais la compagnie pétrolière souhaite faire un projet de forage horizontal à Aldimon 4 pour, selon elle, recouper certaines failles géologiques. C'est ce qu'elle dit. Donc ça, c'est un forage horizontal. Vous avez bien l'image. Quand on parle de gaz de schiste, en fait, mais je voudrais bien être clair là-dessus, le gaz de schiste, ce n'est pas le contexte de la Gaspésie. Même si on parle de forage horizontal, quand on parle de gaz de schiste, même si c'est très délicat en ce moment parce qu'il y a un combat, il y a pas un combat, mais il y a un vrai débat d'experts autour de ça. Et on se pose la question si oui ou non on est dans le shale ou non. Mais dans le cas du gaz de schiste, on part dans une couche géologique très spécifique. Il n'y a pas de poche d'hydrocarbures avec une grande quantité récupérable par forage vertical. C'est toutes des petites cavités remplies de gaz et de pétrole qu'il faut aller chercher en forant horizontalement. Et c'est ce qui se passe aussi dans le cas du pétrole et du gaz de schiste. Il faut aller à l'horizontale. Pour améliorer le rendement, on a inventé, les ingénieurs ont inventé dans les 20 dernières années la technologie de fracturation. C'est une technologie qui a révolutionné notamment la politique énergétique des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, c'est quasiment uniquement du non conventionnel en termes de production de gaz et de pétrole. Et pour améliorer la production, on va utiliser de la fracturation. La fracturation hydraulique, c'est uniquement, et la fracturation tout court, c'est uniquement avec un forage horizontal. Donc à partir du moment où vous commencez de la fracturation, vous passez à une technologie non conventionnelle, dite non conventionnelle. Ça, c'est la définition aussi géologique. Et l'usage de la fracturation, donc comme je vous l'ai dit, c'est un forage horizontal. On n'aura pas le temps de vous passer la petite vidéo, mais je vous invite, je voulais vous montrer une vidéo du National Geographic qui a été produite le mois passé pour un numéro spécial sur le Dakota du Nord. Dakota, on est à peu près actuellement dans une formation de Bacon, ce qu'ils appellent le Bacon Shale. C'est 8000 puits horizontaux qui sont déjà réalisés. Et au Dakota du Nord, on s'en va vers, dans les prochaines années, jusqu'à 40 000 puits d'exploration. Donc la fracturation, vous verrez, si vous regardez cette vidéo c'est en anglais, qui s'appelle What is Fracking du National Geographic, vous le retrouvez sur notre site web, vous allez bien comprendre, c'est bien schématisé, c'est très bien expliqué. Au niveau des préoccupations, c'est peut-être en termes de liste, mais ça permet de bien saisir. En termes de préoccupations, évidemment, il y a des préoccupations environnementales, il y a des préoccupations sociales, et il y a des préoccupations économiques. Principalement, c'est des préoccupations en termes de pollution et de dégradation, en termes aussi de conflits sociaux, en termes de dégradation de la qualité de vie. On ne connaît pas non plus, on se pose des questions sur les impacts pour la santé. Et on se pose aussi actuellement des questions, c'est un débat aussi qui fait pas mal le tour de Gaspé, en termes de création d'emplois. Ça crée combien d'emplois pour vrai l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière? On en a parlé, la loi sur les mines, c'est actuellement la loi qui régit les hydrocarbures au Québec. C'est une loi qui date donc de la fin du 19e siècle, qui a été réformée à la fin des années 80, mais qui manque encore d'adaptation. C'est une loi qui a préséance sur beaucoup d'autres, vous l'avez vu, et vous le voyez encore avec le schéma, avec la carte qui vous montre, tous les permis de recherche. Et la nouvelle loi, on nous la promet, le nouveau projet de loi, on nous le promet pour l'automne 2013, comme l'a expliqué aussi Marc-Olivier. Une autre loi intéressante sur laquelle je vous invite à lire l'article 22, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. Sur le papier, toutes les industries sont soumises à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est-à-dire qu'une industrie, pour pouvoir continuer ses activités, elle doit demander certains permis, certaines autorisations au ministère des Ressources naturelles. Avec cette loi et cet article, elle doit aussi demander des autorisations au ministère de l'Environnement, du Développement durable, de la Faune et des Parcs, le MDD-EFP. Et cette loi dit que vous devez obtenir un certificat et certaines études doivent être menées si jamais votre activité devait potentiellement donner des dégradations à l'environnement, apporter des dégradations. Un règlement aussi qui est intéressant, il a été adopté par les îles de la Madeleine, on vous l'a dit tantôt, ce mois-ci, c'est le règlement dit de Saint-Bonaventure. Saint-Bonaventure, c'est une municipalité dans le centre du Québec, où il y a un règlement qui a été créé, c'est le même règlement qui a été adopté à Gaspé, à Restigouche-Sud-Est et dans toutes les municipalités que vous voyez ici, pour protéger, pour créer des zones de protection par rapport aux sources d'eau potable et pour interdire, dans le fond,
sur la base du principe de précaution, certaines zones à l'exploration, à l'exploitation pétrolière ou même minière ou gazière, c'est-à-dire tout ce qui pourrait endommager potentiellement les nappes phréatiques à titre de principe de précaution et par manque d'un encadrement, en fait, d'un encadrement adéquat et d'un encadrement suffisant. À vos souhaits. Et juste pour vous le dire, ça a été confirmé encore ce matin par le ministre Gaëtan Lelièvre, un règlement provincial est attendu pour donc avoir préséance sur tous les règlements municipaux actuellement et pour régir enfin de manière provinciale la protection de l'eau potable par rapport à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles fossiles. En termes d'évaluation environnementale, et pour terminer, bien, vous le savez sans doute, il n'y a pas d'évaluation environnementale stratégique pour la Gaspésie actuellement. Il y a une évaluation environnementale en cours dans le Golfe, comme Sylvain vous l'a expliqué, l'EES2, l'EES 1 qui concernait l'estuaire et qui s'est terminé par une loi de moratoire permanent. Mais pour la situation en Gaspésie, il n'y a pas d'évaluation environnementale stratégique, ce qui veut dire qu'il y a des activités concours, mais on n'a pas d'études gouvernementales pour déterminer des zones sensibles, pour déterminer aussi la faisabilité de certains projets, pour avoir aussi tout simplement une vision d'ensemble et une amélioration des connaissances. Et c'est une situation, pour terminer, qui est comparable à Anticosti pour ce point-là.